Après un tir virtuel, dit de sécurité, effectué fin juillet, un troisième tir se préparait pour la mi-septembre en présence du général de Gaulle. On devait à cette occasion inaugurer une technique dont on attendait beaucoup. 11 km de tissu, 70 mètres de long. Entièrement confectionné à la main. Plus haut qu'un immeuble de 7 étages. Une technique héritée de 14-18. Une expérience vieille de 50 ans, dont ont dû retrouver les ingénieurs survivants pour un surprenant transfert de technologie. Le ballon captif allait se découvrir une nouvelle utilisation. La méthode du tir sous ballon avait été utilisée avec succès par les Américains, peu soucieux cependant d'apporter leur concours aux essais français. Et une fois de plus, la France ne dut qu'à elle-même de pouvoir mettre en place, à 600 mètres de hauteur, un engin dont toute une panoplie d'appareils allait épier le comportement. En présence du général de Gaulle, Bételgeuse fut un succès. D'autant que le mode de tir sous ballon n'allait provoquer qu'une très faible contamination de l'atoll. On pourrait donc reprendre sans délai le travail à terre. C'est en effet de la hauteur d'une explosion nucléaire que dépend l'importance sur le sol des manifestations radiologiques, thermiques et mécaniques. Ainsi, sous ballon, à une altitude de 600 à 800 mètres, l'effet tirage de cheminée réduit considérablement les retombées radioactives sur place. Mais voici ce que peut voir l'œil infiniment performant d'une caméra à 2500 images secondes. Dès les premières microsecondes, une boule de feu est née. Sa propagation le long des câbles d'amarrage du ballon lui donne un aspect de grosse marmite à pied. L'onde de choc, réfléchie par la surface de l'eau, combinée avec l'onde directe, forme une onde encore plus violente appelée front de Mach, visible dans l'air et sur l'eau. La boule de feu, comme une montgolfière, s'élève dans l'air, aspirant dans son sillage l'eau, la terre et les débris de l'expérience. En se refroidissant, elle devient nuage. Des mouvements tourbillonnaires en son sein et dans la colonne montante donnent à l'ensemble la forme caractéristique du champignon atomique. Ajoute encore à cet aspect la retombée des particules les plus lourdes qui peut former une collerette. Au cours des années 67 et 68, 8 tirs furent effectués, dont 3 sur barge. Contrairement aux tirs sous ballon, l'un d'eux contamina certaines zones de l'atoll, condamnant définitivement cette méthode. Le ballon avait gagné la partie. Il n'en est pas de même du CEP. Techniquement, logistiquement, il avait gagné. Mais quelques voix s'élevaient localement pour déplorer que ce soit sur le territoire de la Polynésie française que la France s'emploie à acquérir la puissance thermonucléaire. Cependant, on enregistre peu de protestations à l'étranger. La Chine, devançant la France, fait exploser en 1967 sa première bombe H. Dans le domaine des négociations sur les essais nucléaires, Russes, Américains et Anglais font adopter par l'ONU un traité de non-prolifération nucléaire, le fameux TNP. Les États qui ne possèdent pas l'arme atomique s'engagent à ne pas s'en doter. La France et la Chine ne s'associent pas à un traité qu'elles jugent de nature à préserver la supériorité des deux grands. L'année 68 commençait par 3 essais sous ballon
devait amener la France à l'étape de la puissance thermonucléaire. Dans des conditions particulières, les noyaux de deux atomes légers, le deutérium et le tritium, peuvent se souder et former un atome plus lourd en émettant de l'énergie et en libérant un neutron. C'est une bombe A qui peut provoquer ces fusions dans un mélange des deux gaz. Elle anime les noyaux d'une telle vitesse qu'ils peuvent vaincre leur répulsion réciproque. En outre, les hautes températures et les fortes pressions qu'elles génèrent favorisent et multiplient les fusions dans le mélange. Ainsi naît une explosion thermonucléaire dite bombe H ou à hydrogène. Celle-ci posait bien des problèmes. Le président de la République, en visite au CEA, pressait les scientifiques et les techniciens. Plusieurs filières avaient été explorées. C'est l'atoll de Fangatofa qui fut choisi pour cette première expérimentation d'un engin qu'on espérait de forte puissance. Les mesures de sécurité furent donc renforcées. On alla même jusqu'à évacuer les habitants de Toureia, pourtant éloignés de 110 km du point zéro, en leur offrant un séjour à Papeete. La météo étant bonne, les zones maritimes et aériennes déclarées sans intrus, on n'attendait plus que le feu vert de Paris. Mais Paris grondait. Et à 18 000 km de là, le premier engin thermonucléaire de la France attendait. Les élections législatives de fin juin confirmant la confiance que la nation plaçait en son gouvernement, le feu vert arriva enfin. Les Américains. C'est clair dans le chantier. Bon, je donne l'autorisation. L'essai Canopus confirma tous les espoirs. Un navire anglais espion envoya un message à Londres qui rendait compte de la forte puissance de l'engin. Les Français le captèrent. Les deux derniers mots étaient indéchiffrables. Un spécialiste crut y voir une expression argotique du genre « vachement fort ». On prévint Paris que les Anglais eux-mêmes étaient admiratifs. Mais voici que l'anglais envoie d'autres messages que ponctuent toujours les mots « vachement fort ». On découvrit alors que c'était le nom du commandant anglais qui figurait au bas des messages. Deux semaines plus tard, un second essai mégatonique mettait un terme à la campagne 68. Et il faut que tous les Français sachent que la qualité de nos savants, de nos chercheurs, de nos techniciens, de notre organisation militaire et aussi la qualité de notre organisation de sécurité ont abouti à faire de ces campagnes un véritable succès.